Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue donc à ce webinaire organisé autour des récentes déclarations du président de la République qui a décidé à Ajaccio, puis devant le Conseil constitutionnel, d'accélérer sur la réforme constitutionnelle en mettant en débat quelques pistes sur le référendum, la reconnaissance des spécificités linguistiques ou encore l'adaptation aux normes nationales. Nous organisons ce jour donc un débat avec un plateau que d'aucuns nous envieraient, jugés du peu. Didier Moss est avec nous. Bonjour, Monsieur Moss. Vous êtes Bonjour. ancien. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller d'État, ancien professeur des universités, ancien membre de juridiction constitutionnelle, président émérite de l'Association internationale de droit Bah, constitutionnel. Vous avez participé, entre autres, aussi à la rédaction d'un certain nombre de constitutions. Et bien entendu, vous commentez très régulièrement l'actualité constitutionnelle dans les médias pour journaliste que je suis. C'est un véritable plaisir de vous avoir sous la main. Géraldine Chavrier, même plaisir bien entendu, avec Bonjour. professeur des universités, bonjour madame, directrice de prépa ENA et de PrEP IRA, le CIPCA. C'est bien ça? Il y a autre chose à ajouter? Ce fut le cas, mais je ne suis plus Ah, ce fut directrice le de cas. l'ENA. D'accord, très bien. Patricia Demaille-Simoni, maître de conférence chez l'Université d'Artois, directrice du master droit des collectivités territoriales à Douai, interviendra à travers une petite vidéo qui date de quelques mois sur la thématique de la différenciation. Denis Pouillard, bonjour, merci d'être aussi avec Bonjour. nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la vie politique et parlementaire et professeur de sciences politiques. C'est Honorable. bon? Je vérifie chaque fois. Et bien sûr, Éric Landau, avocat de droit public, fondateur du cabinet Landau et Associés et à l'initiative donc de cet échange, au sein duquel Benjamin Morel, professeur de sciences politiques, maître de conférence, auteur récent de La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du CERF, donc interviendra aussi de son côté à travers des petits inserts d'enregistrement qu'il a réalisés pour nous donner son point de vue. Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci à Eric Landau d'organiser ce webinaire. Alors je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous étant donné que eh bien, je suis à Lille je serai demain à Lille puisque je vous parle la veille pour une conférence auprès des étudiants de PrEP-ENA qui va durer la journée sur le sujet qui nous réunit. Donc voilà, ça tombe à la fois bien et en même temps ça tombe mal. Mesdames, Messieurs, donc un certain nombre d'annonces ont été réalisées par le président de la République sur le référendum, l'IVG par exemple, les territoires. Éric Landau, est-ce que vous pouvez nous planter le décor, nous faire un petit rappel, un petit survol des annonces du président de la République? Alors, il y a un point que nous verrons à la toute fin qui était relativement détaillé sur le référendum, avec un élargissement des domaines de l'article 11 de la Constitution, donc du référendum d'initiative présidentielle. Un assouplissement, mais qui n'est pas extrêmement précisé, du référendum d'initiative partagée, et des propos très intéressants, mais sans la solution qui va avec, s'agissant des problématiques de concurrence de légitimité entre ce qui est posé par une loi référendum ou une consultation du peuple et ce que sont les interventions des assemblées en amont ou en aval de ceci. Autre annonce qui n'a pas vocation, je pense, à nous retenir très longtemps, c'est celle sur l'IVG, parce que c'est un sujet qui est posé comme une réforme, et il y a un débat derrière de société, mais qui n'est pas un débat à proprement parler juridique. Et il y a un gros volet sur les territoires, pour lequel le président est sans doute relativement avancé dans ses réflexions, mais pas dans ses annonces. Pourquoi ? Parce que la démarche doit être celle d'une co-construction avec l'Assemblée et le Sénat pour des raisons évidentes de majorité, mais aussi de légitimité. Et cette co-construction doit se faire sans que cela semble être des annonces toutes faites, posées par le président de la République, qui sur ce point a quand même fait deux références importantes. Une référence à ce qu'il avait déjà proposé en 2018, nous y reviendrons, et une deuxième référence à ce qui a été fait par le Sénat, les propositions sénatoriales qui ont été faites en plusieurs temps, et la dernière fois, il y a quelques mois,
qui ont été des références appuyées en même temps qu'une main tendue. Les annonces ont également été plus précises s'agissant de la Corse. Pas de reconnaissance du peuple corse, mais entrée de la Corse dans la Constitution. Un vrai service public du bilinguisme, ce qui est une manière de modifier la Constitution pour sortir de ce qu'est la position du Conseil constitutionnel sur l'article 2 de la Constitution et la langue française. Et pour le reste, un droit d'adaptation qui a été annoncé en Corse pour que juste ensuite d'autres régions comme la Bretagne demandent la même chose. Mais peut-être cela était-il finalement fort bien organisé en termes de timing pour qu'il y ait une demande populaire, ou en tout cas régionale, auquel le président répond. Mais sur ces thèmes, le président a été relativement précis en Corse. Il ne l'a pas été sur ces thèmes-là devant le Conseil constitutionnel le 4 octobre, encore une fois, pour qu'on aille sur les phases ultérieures. En tout cas, les réformes des territoires qui n'ont jamais été l'axe dominant de ces quinquennats semblent devenir, entre ceci et l'annonce d'une loi organique d'abord sur la Corse, aussi en plus de réformes constitutionnelles, mais aussi sur l'annonce il y a un an d'une grande loi sur la décentralisation. Tout ceci annonce probablement des changements. On ne peut pas ne pas corréler ceci avec les réflexions en cours également sur le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille, mais ça n'aura sans doute pas vocation à nous retenir très longtemps. Mais il n'est pas possible non plus de totalement décorréler ces réflexions. Merci Eric Landau pour ces premiers éléments. Je fais juste rapidement un petit tour de table. Didier Moss, de votre côté, comment vous avez perçu ce moment constitutionnel? Écoutez, je l'ai perçu effectivement en deux étapes, comme ça vient d'être rappelé par Eric Landau. D'une part, en Corse, il y a quelques jours, et il y a quelques jours encore moins au Conseil constitutionnel. Mon sentiment personnel, c'est que le président a envie de faire quelque chose, il le dit, il lance quelques pistes, mais il a une vraie difficulté en termes de faisabilité. Bon, quelle majorité pour soutenir tel ou tel projet? Alors, si on les détaille simplement, mais en deux mots, bon, sur le volet référendaire, bon, là, on voit assez bien ce qu'on peut faire, encore faut-il trouver un accord politique et comment élargir le domaine du référendum, oui, mais il faut les poser des limites, notamment par exemple en matière fiscale ou en matière de liberté fondamentale. Bon. Et sur le volet territorial, on voit très bien qu'il y a trois mesures différentes. Il y a le problème de la Nouvelle-Calédonie qu'il faut traiter parce qu'on a épuisé les effets du statut actuel de la Nouvelle-Calédonie. Bon, il faut éventuellement faire quelque chose sur la Corse, mais le président a été très prudent puisqu'il a dit on fera quelque chose si vous êtes tous d'accord. Bon, et comme il y a pas énormément de chances que tout le monde soit d'accord, voilà. Et puis alors il y a le grand volet décentralisation. Bon, moi j'avoue que je suis un peu dubitatif parce qu'il y a très longtemps que j'entends dire qu'il faut faire des choses. Ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet. Vous savez que j'ai été maire d'une commune, donc ça me touche directement. Mais je n'arrive pas à savoir ce qu'on veut mettre de concret au-delà de donnez-nous plus d'argent et un peu plus de responsabilité. Est-ce que véritablement il y a besoin de réviser la Constitution pour ça? Je n'en suis pas totalement convaincu. Voilà. Bon, donc, et dernier point, je ne veux pas être trop long, ce qui est très clair, c'est que dans tout ce qu'a dit le président de la République, il n'y a rien qui porte atteinte ou qui modifie l'équilibre des pouvoirs au niveau national. Très bien. Merci pour Géraldine Chavrier. Un oui avec plusieurs mais derrière, en quelque sorte? Moi, ce qui m'a intéressé pour ce qui concerne ces deux questions du référendum et des collectivités territoriales, c'est que oui, pour une réforme des collectivités, mais pas avec cet état d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un président qui veut revivifier la démocratie, qui veut mieux associer les citoyens à la décision. Et sa façon de percevoir, c'est d'évoquer le référendum, qui est quand même d'utilisation assez anecdotique en cours de mandat, alors que les collectivités territoriales, ils nous annoncent une réforme, mais finalement, ils les évoquent en expliquant la nécessité d'une meilleure efficacité publique, d'une rationalisation.
Et tout ça n'est pas de nature constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à se mettre dans la dynamique qui avait été celle de Jacques Chirac. Jacques Chirac, en fait, il était dans une situation qui n'était pas si éloignée de celle-ci. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de dépression démocratique. Il y avait eu le Front National qui était arrivé au second tour de l'élection présidentielle l'année d'avant. Et Jacques Chirac s'était dit, on ne peut plus vivre avec cette défiance de la France d'en bas à l'égard de la France d'en haut. Il faut rapprocher la décision du citoyen. Et donc, je mets un terme à la décentralisation purement législative parce que purement administrative, et je passe à une décentralisation constitutionnelle parce que c'est un phénomène de nature constitutionnelle qui est relatif à la démocratie, à une façon d'exercer, de vivre la démocratie autrement. Et je renvoie un petit peu aux propos du président Mitterrand, qui était la nouvelle citoyenneté. Donc moi, je suis extrêmement intéressée par une révision de la Constitution qui concernerait les collectivités territoriales, mais outre effectivement l'incertitude quant au contenu, la façon de l'approcher ne me rassure pas beaucoup. Très bien. Denis Pouillard, on termine voilà. Est-ce que le parallèle avec la situation de la présidence Chirac vous convient aussi ou pas? Non, je ne comparerai pas avec Jacques Chirac. Moi, je constate simplement que lorsqu'il y a des commentaires qui consistent à dire le président n'a rien dit, c'est pas évident du tout au niveau de la politique. Quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on a, qu'on le veuille ou non, un Sénat qui est opposé à la majorité présidentielle, c'est quand même le contexte politique qu'il faut constamment rappeler. Le président de la République a dans son défi permanent, parce qu'il est dans un défi permanent depuis 2017, c'est bien évident. Moi, je dis, il a été courageux de reprononcer. C'était pas évident. Le mot autonomie Oui. en ce qui concerne la Corse. À ce sujet, d'ailleurs, je rappelle qu'il a évoqué aussi la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si c'est du courage ou pas du courage, mais en tout état de cause, il est dans son rôle de président de la République d'assumer ses responsabilités. Et là, il a pris de grandes responsabilités, je le répète, c'est un défi. J'ajoute aussi, parce que dans les commentaires de presse, on ne l'a pas suffisamment noté, qu'il a mentionné les Outre-mer. Or, là, il faut renvoyer aussi à tous les voyages du ministre de l'Intérieur en Nouvelle-Calédonie, dans les départements d'outre-mer et en Corse. Et j'ai l'impression qu'il y a un duo de ce côté-là qui se confirme entre le président et le ministre de l'Intérieur. Jusqu'où ça ira, ça, on le verra plus tard. Mais moi, je continue à penser que il est dans... Attention, c'est un fond oui, un fond du tableau, si je puis dire, ou un arrière-plan. N'oubliez pas Saint-Denis. La rencontre de Saint-Denis, elle se fait devant les chefs des partis politiques, elle ne se fait pas devant les groupes parlementaires. Il ne faut pas l'oublier. C'est un nouveau volet dans la communication politique et dans la communication du président, bien évidemment. Il s'adresse aux chefs des partis politiques et qu'est-ce qu'il a envie de faire dans les prochains jours, vraisemblablement les prochaines semaines, c'est de continuer ce dialogue avec les partis politiques. Or là, il leur propose des sujets sur lesquels je suis bien obligé de constater que les partis restent muets, tant sur la Corse que sur la Nouvelle-Calédonie, que sur la décentralisation, exception faite effectivement des états d'âme qui ont été soulevés à l'égard du référendum, notamment des initiatives partagées. Très bien. Merci, Monsieur Pouillard. On va demander aussi à Benjamin Morel, bien entendu, son avis sur cette question. La première annonce sur laquelle il me semble important de se concentrer, c'est évidemment la question de la Corse. Hein. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai pu dire dans divers médias et dans diverses tribunes. Je dirais qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a la faisabilité. Hein. Je crois qu'il y a quand même pas mal de malentendus sur ce qui a été dit et pas dit à Ajaccio l'autre jour. L'idée d'un pouvoir normatif sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, ça peut en réalité vouloir dire beaucoup de choses, hein, beaucoup de nations. Alors pas Simeoni, visiblement, qui est assez réaliste, mais en tout cas beaucoup parmi les nations ayant entendu un statut à la néo-calédonienne. On est a priori, si à la fois on écoute le discours de Gérard Larcher par la suite, qui
Évidemment, on aura en la matière une forme de droit de veto, mais pas que lui également. Et évidemment, l'interview de Bruno Retailleau dans Corse Matin, on serait plutôt sur quelque chose qui relèverait de ce qui a été proposé en 2018 en réalité par Emmanuel Macron lors du discours de Bastia, c'est-à-dire quelque chose qui faciliterait ce qui a été mis en place en 2002. À voir si des choses peuvent évoluer. Et après, sur le fond, évidemment, je peux vous poser, je dirais, une position qui sera une analyse de fond d'opposition, mais même si je crois que après une semaine à ferrailler là-dessus, elle est un peu connue. Il y a deux points qui posent problème, hein, évidemment. Le premier point est relatif à l'idée d'un pouvoir législatif. Il est très très loin de la coupe aux lèvres et a priori, ça paraît relativement exclu. Mais dans tous les cas, bon, l'unité de la République, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est l'unité de la loi, hein, depuis la nuit du 4 août 89. On a certes aujourd'hui une forme de pluralisme législatif, mais c'est lié à un statut de la Nouvelle-Calédonie qui est un statut dit colonial, hein, eu égard au terme même des accords de Nouméa. L'unité de la République, c'est l'unité de la volonté générale, l'unité de la volonté générale qui est liée à l'unité d'un peuple qui peut vouloir en commun. Donc là, on brise quelque chose qui est quelque chose de fondamental. Si vous avez plusieurs volontés, vous avez plusieurs peuples, et donc vous n'avez plus de souveraineté une, et vous n'avez plus d'indivisibilité de la République. Donc là, on a un point qui m'apparaît être un point relativement dur, et qui, par ailleurs, éloignerait plus la Corse de la métropole que ne l'est, par exemple, Wallis et Futuna, ce qui serait relativement paradoxal. C'est ce que veulent les nations. Il y a un gros risque, et là je rentre dans une analyse plus politique, il y a quand même un gros risque de déception. Hein. Le président de la République a, en la matière, je dirais, pris un gros risque en suscitant l'espoir, pas encore une fois de Simeoni et des autonomistes relativement réalistes, mais d'une jeunesse qui est quand même chauffée à blanc. Hein. Je rappelle que quand vous allez à l'université de Corté, vous avez un amphithéâtre Aquaviva, c'est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Donc on a formé une jeunesse extrêmement radicale et sur des thèses indépendantistes. Il n'y a que des syndicats indépendantistes à l'université de Corté. C'est elle qui a mis Gilles Simeoni en défaut, en difficulté il y a à peu près 1 an et demi. Et donc évidemment, si il y a un sentiment de déception, ça risque d'être compliqué à gérer. L'autre aspect qui pose problème, c'est que quand même on évolue par rapport au discours de 2018 sur la définition de ce que serait la collectivité corse, en parlant de communauté culturelle, linguistique, etc. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose que je pense est su par chacun, mais il n'y a pas de communauté culturelle qui est reconnue dans la Constitution. Donc si on commence à reconnaître une communauté culturelle, en considérant que, eh bien, un citoyen n'est pas que citoyen, si on rompt avec la vision universaliste, ce qui n'empêche pas évidemment à chacun d'avoir sa culture, mais si on reconnaît une communauté culturelle dans la Constitution, il faut reconnaître les autres. Alors ça vaut évidemment pour les Bretons qui ont tout de suite demandé l'autonomie, évidemment, ça vaut pour les Alsaciens, mais ça vaut également pour le jeune de banlieue qui vient et qui va dire, moi aussi, ma communauté culturelle, elle doit être reconnue. Alors on va dire oui, c'est pas la même chose parce qu'en réalité la communauté corse elle est toute, oui, sauf que la République n'a pas à connaître ça. Et donc à partir du moment où je reconnais la communauté culturelle corse, je dois reconnaître les autres communautés culturelles, ou bien je les hiérarchise. Et si je les hiérarchise, je suis désolé, mais ça c'est pas la République. Il ne faut pas confondre Maurras et Marianne, ça c'est pour le coup du racisme, parce qu'il y a une communauté culturelle qui mérite reconnaissance et l'autre, par définition, non. Donc là, on met le doigt dans quelque chose qui m'apparaît fondamentalement dangereux. Ce qui va sortir de ce projet de loi constitutionnelle, et je m'en arrêterai là, objectivement, je ne sais pas. Ça dépend déjà du fait qu'on ait ou pas un projet de loi sur la Corse qui est à part par rapport à toutes les autres annonces potentielles. Si c'est dans le pot commun, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo probablement, mais c'est peu probable que ça aille très loin. Si c'est un texte à part, ça ira probablement assez en deçà de ce qu'attendent les nations. Et je ne suis pas certain, encore une fois, que ça puisse trouver une majorité des 3/5, même dans une version très, je dirais, acceptable, ramollie par le Sénat. Donc voilà, à voir. Je crois qu'il y a très très loin de la coupe aux lèvres sur ce texte. Et nous avançons sur le dévoilement des pistes de réforme pour les territoires. Là aussi, Éric Landau, est-ce que vous pouvez nous faire un petit abstract, en quelque sorte, de ce qu'a évoqué le président et votre propre ressenti?
Alors, il a été évoqué, c'était une demande du Sénat et de l'AMF notamment, d'avoir une grande réforme de la décentralisation. Le gouvernement a accepté ceci peu après les élections législatives. Et puis depuis, ça patinait un tout petit peu, sauf que ces derniers temps, il y a eu quand même énormément d'échanges en off à de hauts niveaux et qui conduisent, je pense, à ce qu'il soit légitime de lier ceci à la réforme constitutionnelle. Puisque que retenir de ce qu'a dit le président de la République et en quoi peut-on corréler ceci avec les très nombreux bruits de couloir ou engagements du candidat Macron? Premièrement, nous savons tous qu'il y a eu des débats continus en France sur le point de savoir combien de niveaux nous avons. Quand le conseiller territorial, qu'il ne faut jamais décorréler de ce qui était également la perte de la clause de compétence générale et des schémas de mutualisation entre départements et régions qui étaient prévus dans certains cas, visait à coller les tâches départementales et régionales ensemble. Quand ensuite il y a eu la première mouture des réformes qui ont été portées par Jean-Marc Ayrault et qui visaient certes à supprimer le conseiller territorial, mais dans un premier temps, également à répondre à cette question. Puis ensuite, après, lorsque le président Hollande a vu qu'il allait perdre de toute manière le Sénat au lendemain des élections de 2014, n'oublions pas que le président Hollande a annoncé la suppression des départements, en juin 2014, puis ensuite que non, ça ne serait peut-être pas pour le monde rural en septembre 2014, puis ça a évolué, bon voilà. Mais à droite comme à gauche, donc, il y a toujours eu des réflexions sur le nombre de niveaux. Or, on voit revenir ces mêmes réflexions. N'oublions pas que dans le premier quinquennat, il y avait eu une tentative vite avortée de fusionner métropoles et départements qui a vite avorté, mais qui a été quand même porté par le premier quinquennat et qui aurait pu aboutir à quelque chose d'ailleurs, au moins dans les Bouches-du-Rhône, mais ça ne s'est pas fait. Et on voit qu'aujourd'hui, le candidat Macron, lors de son élection sur deuxième mandat, avait officiellement le retour du conseiller territorial dans ses projets. Est-ce qu'il y a une majorité entre l'Assemblée et le Sénat pour le conseiller territorial? Je n'en suis pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que revient aujourd'hui le thème de à quelle échelle agissons-nous? Et là, ce qu'a dit très clairement le président Macron, et qui est un constat à peu près unanime, je suppose, c'est qu'en tout cas, le citoyen est perdu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une mode aujourd'hui, un revival du couple département-commune, qui me semble être une mode qui a ses limites, mais qui est un retour de balancier. Mais derrière cette mode et ce retour de balancier, qui n'est pas particulièrement porté par le gouvernement, qui sur ce point, lui, est très, très prudent. Un coup, on rassure l'AMF, un coup, on rassure un peu Intercommunalité de France, mais on ne les invite pas dans des réunions importantes. Enfin, le jeu est complexe en ce moment. Mais ce qui est dit par le président de la République, c'est très clairement que le citoyen, à d'autres époques, a pu s'y retrouver, aujourd'hui ne s'y retrouve pas. Il faut faire un lien entre le passage, d'ailleurs, de son discours sur ce point, sur la force de ce qui est lisible, le lien entre lisibilité et légitimité. Rappelons-nous que le président de la République l'a fait également au début de son discours sur la lisibilité de la Ve République, lui ayant permis d'être efficace. C'était ce par quoi il a commencé une partie de son discours. Et il a repris les mêmes termes ensuite en parlant de l'illisibilité du monde territorial, qui est certaine. Enfin, je veux dire, c'est très bien pour les techniciens comme nous tous, mais objectivement, si même nous, parfois, on s'y perd, hein, bon, c'est que le citoyen s'y perd beaucoup. Et donc, ceci nécessite de remettre en question l'organisation des pouvoirs ou la coopération entre pouvoirs. Deuxièmement, il y a évidemment le besoin sur la Corse, mais troisième chose, pour la langue au minimum, mais troisième chose, nous savons très bien que parmi tout ceci se décache le débat de la différenciation. La différenciation était un thème porté, y compris à l'époque d'avant la loi 3DS, qui n'a abouti en l'état de notre Constitution pour la différenciation qu'à des choses extrêmement rigides et qui, en plus, dans certains cas, peuvent frustrer le Parlement parce qu'il n'y est pas directement associé si la norme qu'il s'agit de faire évoluer est réglementaire.
Donc, il va de soi que si on veut aller beaucoup plus loin dans la différenciation, sans pour autant glisser vers un État fédéral, eh bien, une réforme constitutionnelle s'impose, et c'est quelque chose sur lequel, en n'allant pas trop loin, il peut peut-être en plus faire une majorité avec le Sénat sur certains sujets. Le Sénat étant quand même aujourd'hui dans une configuration d'opposition politique, mais reste un Sénat globalement girondin. Et sur un girondinisme modéré, acceptant de la différenciation, on peut aller loin. Ces paramètres, ces problématiques sont disjointes, me direz-vous. Comment je règle la question du nombre de couches et comment je règle cette différenciation sont deux problèmes différents. Je ne suis pas si certain que ça soit différent. Parce que d'abord, sur le point de savoir qui va porter, je ne sais pas, la culture, il est possible que les réponses soient différentes dans un endroit ou un autre. Sur l'identité également régionale, un Ardennais n'était peut-être pas champenois ardennais et n'est sans doute que très marginalisé dans une région Grand Est, alors que quand on est en Bretagne, l'identité régionale est très forte. Donc il est possible aussi que cette différenciation ne soit pas uniquement dans l'adaptation de normes nationales, mais peut-être aussi dans des structurations de pouvoir, de qui fait quoi, qui ne serait pas avec les mêmes réponses d'une région à l'autre. S'agissant de la différenciation au type de normes, là, quand j'évoque ceci, je fais référence très clairement à des positions gouvernementales qui vont plutôt en ce sens, au moins dans les discours, depuis quelques mois. Quand je parle de différenciation de qui fait quoi sur des pouvoirs différents, c'est quelque chose qui est souvent dit dans des rapports, dans des études universitaires, mais que je n'ai pas vu le gouvernement tenir, donc je ne sais pas si c'est sa position en revanche. Voilà. Merci Eric Landau sur cette notion justement de différenciation. Et il y a un lien avec la gouvernance nécessairement, notamment intercommunale, nous en parlerons tout à l'heure. Absolument. Donc, sur cette différenciation que vous définissez comme étant encore corsetée, ce qui est quand même un paradoxe, on va écouter le point de vue de Patricia de Maes-Simoni, que je vous présentais tout à l'heure, et qui avait une expertise sur le sujet il y a quelques semaines. De mon point de vue, le nouvel article L 1111-3-1 du CGCT, l'article 1er de la loi, donc, n'inscrit pas à proprement parler un droit à la différenciation pour les collectivités. Ceci étant, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclame que la loi doit être la même pour tous, s'entend toutes choses égales par ailleurs. L'uniformité catégorielle s'accommode de la reconnaissance de la prise en compte des différences de situation. Elle est assouplie face aux caractéristiques, aux contraintes particulières. Le principe d'égalité, on le sait de longue date avec la jurisprudence constitutionnelle et administrative, ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général. Ce principe d'égalité n'implique pas que les règles soient strictement identiques pour les collectivités territoriales dans une même catégorie. Il permet de prendre en compte des différences de situation, mais il n'impose pas que toutes les situations différentes fassent l'objet de traitements différenciés. Alors je vous répondrai que dans un État unitaire et indivisible décentralisé, la recherche d'un équilibre entre l'égalité et la liberté des collectivités territoriales explique que les traitements différenciés reposent sur des raisons objectives qui viennent justifier une modulation des compétences au sein des catégories de collectivités territoriales existantes, que ce soit dans la répartition ou dans les conditions d'exercice de ces compétences. Une trop grande facilité ou ouverture des possibilités de différenciation territoriale méconnaîtrait le principe d'égalité et pourrait faire bousculer effectivement la forme de notre État. Et on peut dire que la réalisation de l'objectif de subsidiarité qui est inscrit à l'article 72 alinéa 2 de la Constitution ne peut pas faire taire les risques qui sont inhérents à une libéralisation trop accentuée des différenciations. Les initiatives et les libertés locales ne doivent pas déboucher sur des modulations de compétences contingentes ou politiques qui méconnaîtraient la libre administration des collectivités territoriales et le principe de non-tutelle. La fixation de critères objectifs et dans un État unitaire, le moyen le plus adapté pour respecter les principes propres aux collectivités territoriales inscrits dans la Constitution. Nous entrons dans la suite de ce débat avec les pistes de réforme. Didier Moss, Géraldine Chavrier, j'aimerais vous entendre sur le cadre qu'a posé donc Eric Landau. Didier Moss, peut-être, pour commencer. Écoutez, bon, le problème territorial,
fait longtemps qu'on le pose, hein. Bon, moi, je fais quand même deux constats de très longue durée. Le premier, c'est que la France d'aujourd'hui est beaucoup plus décentralisée que ne l'était il y a 65 ans, au début de la Ve République. Il y a beaucoup plus de pouvoir pour les instances locales. Et la deuxième observation, c'est que ce n'est pas la révision constitutionnelle de Jacques Chirac, de Raffarin, qui a été l'élément déterminant. Ce soit de 82, sous François Mitterrand, avec Gaston Defferre au ministère de l'Intérieur, qui ont érigé les départements et les régions en véritables collectivités. Après, en réalité, on a confirmé par la Constitution, avec des formules d'ailleurs extraordinairement ambiguës que personne ne sait interpréter, mais la France d'aujourd'hui est vraiment décentralisée, beaucoup plus qu'elle ne l'a été. Ceci étant, nous partageons tous l'analyse sur il y a trop de niveaux d'administration territoriale, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que je n'ai jamais vu depuis 10 ans quelqu'un dire il faudrait supprimer tel ou tel échelon. Bon, on ne peut pas supprimer les communes parce qu'il y a 35 000 maires, il n'y en a plus 36 000, il n'y en a plus que 35 000, grosso modo, mais tout le monde dit c'est la base de la démocratie et donc on ne va pas supprimer les maires. Bon. On ne peut plus supprimer les départements parce que les départements, ce sont les routes, le social et les collèges. Bon, ce sont quand même d'énormes secteurs en termes de budget, notamment le social. Quant aux régions, ce sont les lycées et les transports et la formation professionnelle. Et en réalité, quand vous regardez les masses budgétaires et les masses de personnel, la région est le maillon faible de l'ensemble. C'est le maillon où il y a le moins de monde et qui, de manière agrégée, a les plus petits budgets. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se passer des régions, et en plus, je pense que le découpage actuel n'est pas bon, mais c'est aller à l'encontre de tout le discours qu'on entend depuis toujours. Il faut des régions de dimension européenne. Alors, rajouter à cela les intercommunalités qui sont extraordinairement différentes selon l'endroit où l'on est. Communalité dans le monde rural, ça n'a strictement rien à voir avec une intercommunalité d'une région, de communes périurbaines. Il y en a qui sont petites, il y en a qui sont grandes, etc. Alors, est-ce que c'est l'avenir? On peut en douter. Bon, moi, à un moment, j'ai pensé que le conseil départemental deviendrait en réalité la réunion des élus des intercommunalités avec un système de filtrage qu'on ne pas, et qu'on supprimerait les cantons. Mais il y a une extraordinaire résistance dans le monde rural. Hein, dire, quand on voit ce que c'est qu'un conseiller départemental urbain, ça ne sert à rien. Un conseiller départemental rural, ça là, il a un vrai rôle. Alors, je suis très, très dubitatif sur ce qu'on pourrait faire et j'ai participé, bon, comme tout le monde, à des travaux sur des tentatives de rédaction, de révision de la Constitution sur les collectivités territoriales. J'ai travaillé avec l'AMF notamment à un moment. Je ne connais pas de bon texte qui puisse en dire plus que ce qu'on a aujourd'hui. Sauf à dire, effectivement, il faut garantir une véritable ressource financière pour les collectivités, quel que soit le niveau, car c'est quand même là le nœud gordien. Mais c'est pas au moment où on vient de supprimer la taxe d'habitation et que du coup on a cette extraordinaire augmentation des taxes foncières qu'on va reposer la question financière. Bon, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Et on a cette vieille idée de faire une loi de finances des collectivités locales. Idée, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne suis jamais arrivé à lui donner un contenu. D'accord. Merci, M. Moss. La liaison n'est pas parfaite, mais c'est pas de votre fait, bien entendu, mais voilà. Mais je vous le signale au passage, mais on vous entend très bien, c'est essentiel. Géraldine Chavrier, on est de nouveau face au même mur de l'irréformabilité de la Constitution française ou pas? Évidemment, quand on parle de réformer la Constitution en matière, pour améliorer, pour progresser dans la décentralisation, généralement, il y a plusieurs murs quand même, il n'y en a pas qu'un seul. On a beaucoup de difficultés à mettre tout le monde d'accord. Moi, je voudrais rebondir sur ce que je viens d'entendre concernant d'abord les niveaux de collectivité territoriale. Enfin, peut-être déjà rappeler qu'en effet, la vraie question qu'il faudrait poser, c'est celle du financement des collectivités territoriales. Et je comprends parfaitement que ça ne se fera pas parce que vous parliez de mur, là, on va assez rapidement se retrouver dans une impasse. En revanche, pour ce qui est de ce qu'il appelle la révision de l'architecture territoriale, je partage entièrement ce qui vient d'être dit.
Je voudrais juste souligner que lorsqu'il parle de cette architecture, on ne sait pas s'il parle de son projet global de décentralisation, auquel cas ça pourrait tout simplement prendre la forme d'une loi. Et au regard de ce qui vient d'être dit, on parlait de l'intercommunalité, il y a des réflexions en ce moment sur une éventuelle simplification, notamment par suppression de la communauté d'agglomération qui paraît moins nécessaire aujourd'hui, essayer de réduire le nombre de catégories de PCI. Et puis, par la loi, je crois que s'il se bornait à la loi, il ne va pas lâcher son idée de conseiller territorial. Ça fait assez longtemps qu'il en parle. Je pense qu'il l'a répété plusieurs fois. Donc, on aura probablement l'instauration d'un conseiller territorial. Mais je me demande, quand il annonce comme ça une réforme de la Constitution pour évoquer les collectivités territoriales, soit il ne parle que de la Corse et des Outre-mer, soit il parle des autres territoires, ce qu'il a l'air de signifier. Et je me demande s'il n'a pas trouvé une solution à son problème de conseiller territorial. C'est-à-dire qu'il y tient, mais on sait très bien que le problème du conseiller territorial, c'est qu'il y a ceux qui considèrent que ça va effacer le département, donc ça conduit à une opposition des départements, et ceux qui considèrent que ça va affaiblir la région, et ça conduit à une opposition de la région. Est-ce que, s'il passe par la révision constitutionnelle, il ne pourrait pas avoir l'idée de fusionner les départements et les régions en une seule collectivité territoriale? Un peu comme on a eu Paris, qui était à la fois une commune et un département. Pour faire son conseil territorial, il fusionnerait en une nouvelle collectivité territoriale les départements et les régions. Cette collectivité exercerait les compétences départementales et les régionales. Et pour rebondir sur ce que a dit Éric, sur la possibilité d'avoir des organisations un peu différentes, alors on aurait toujours la déconcentration par le niveau départemental et le niveau haut par le niveau régional d'aujourd'hui, bien sûr, ça ne s'appellerait plus ainsi, mais chacun pourrait éventuellement s'organiser pour regarder ce qui reste au niveau le plus grand et ce qui pourrait être exercé au niveau de la proximité, au niveau cantonal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on réglerait le problème du niveau de collectivité territoriale. Le conseiller territorial serait l'élu d'une collectivité territoriale exerçant des compétences départementales et régionales et qui choisirait, selon les collectivités, ce qui serait plutôt exercé dans le cadre des cantons et ce qui serait exercé au niveau de ce qui est aujourd'hui les régions. Ça me paraît quelque chose d'envisageable. Alors, pour ce qui est de la différenciation, la question, elle va surtout tourner autour de ce qu'on veut faire de la différenciation, de ce qu'on entend par la différenciation. Et quand vous parliez de mur tout à l'heure, si on veut aller plus loin qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'ira pas plus loin et qu'on perdra encore une occasion d'avancer, parce que la différenciation a quand même fait beaucoup peur. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la différenciation, c'est la possibilité d'obtenir des compétences qu'une autre collectivité de la même catégorie n'aura pas ou d'obtenir une adaptation d'une norme encadrant l'exercice de ces compétences dès lors qu'on justifie d'une situation différente, objective, et ce sera une réponse proportionnée à cette situation. Ce qui veut dire qu'en fait, on a tout simplement l'application d'un principe d'égalité proportionnelle, de l'égalité réelle. On a donc, a priori, avec la loi 3DS, ce dont on a besoin pour faire de la différenciation. La question qui demeure, c'est est-ce que demain, on va faire de la décentralisation ou est-ce qu'on va faire comme avec l'expérimentation, il ne va rien se passer. Et à ce titre, d'ailleurs, on va observer avec attention ce que va répondre le Premier ministre aux 45 demandes de différenciation et d'expérimentation à la région Île-de-France. Alors, comment forcer l'utilisation de ce dispositif? Je crois qu'il faut le constitutionnaliser. Il ne faut pas forcément aller plus loin, mais il faut le constitutionnaliser selon une rédaction qui est encore à travailler. D'abord parce que, comme le disait, je crois, Éric, ça va donner quand même plus d'aisance au Conseil constitutionnel pour le faire prévaloir, parce que là, il sera de niveau constitutionnel. Et ensuite, alors, parce que, en fait, on pourrait se rapprocher, on pourrait instaurer un principe, non pas un principe, pas un droit de différenciation, mais un droit à la différenciation. On pourrait se rapprocher de ce qui se passe dans d'autres États européens, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que dans certains États, pour des raisons de justice, d'égalité, on est obligé de traiter différemment des situations différentes. On ne le fait pas en France parce qu'on ne veut pas créer un communautarisme, des minorités ethniques, religieuses, je ne sais quoi, qui diraient « je suis différent, je veux qu'on me traite différemment ». Mais quand il s'agit des collectivités territoriales, ça permet de s'éloigner de cette question. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans la Constitution
une obligation de prendre en compte la spécificité des collectivités territoriales dans le cadre des compétences et des normes qui encadrent l'exercice de ces compétences, parce que c'est plus juste. Mais surtout, je pense que si on veut faire la différenciation demain, ce qu'il va falloir modifier dans la Constitution, c'est le pouvoir réglementaire. Parce que le problème de la différenciation, c'est que ce sont des dérogations. Alors une dérogation, deux dérogations, 10 dérogations, ça devient illisible et ce n'est pas ce que souhaite le président. Donc à mon avis, il faut surtout revoir les articles 21 à 72 de la Constitution pour limiter le pouvoir réglementaire du Premier ministre dans certaines circonstances. Parce que moi, je comprends que le Premier ministre soit nécessaire à une coordination nationale. Mais je pense que quand le législateur renvoie au pouvoir réglementaire du Premier ministre, le Premier ministre doit pouvoir prendre des décrets d'application, mais lorsque le législateur soit reste silencieux, soit renvoie expressément aux délibérations locales, il faudrait interdire maintenant, ce que la jurisprudence administrative ne fait pas, au Premier ministre d'intervenir. Parce que le meilleur moyen de faire de la différenciation, c'est de laisser les collectivités appliquer elles-mêmes les normes législatives en s'adaptant à leur territoire. Merci Géraldine Chabrier. Je me tourne vers Benjamin Morel pour lui poser la question parce que je sais qu'il est attentif justement à ces spécificités territoriales que l'on accorderait et qui d'une certaine manière menaceraient l'édifice de l'unité républicaine. Donc je le laisse répondre. Il fait une annonce globale sur la décentralisation qui en soi n'est pas très originale. D'abord il est très vague, très évasif, il est très évasif dans tout ce discours, ce qui montre qu'à mon avis il n'y a pas non plus une volonté chevillée au corps. Je m'attendais à le voir beaucoup plus sabre au clair sur ce sujet, même si ça n'arrivera pas au bout, au moins pour embêter les oppositions, pour les renvoyer qui la gauche à vous ne votez pas l'IVG, qui la droite à vous ne votez pas le référendum sur l'immigration. Finalement, le caractère assez flegmatique du président qui a fait des annonces très floues, notamment sur le référendum, me fait douter d'une volonté aussi importante de l'Élysée. Revenons-en à nos moutons. Si je reste sur le volet collectivité dans la Constitution, je aborderai dans une prochaine vidéo la question d'un projet de loi ordinaire. On a des annonces qui sont très floues, qui renvoient à la fois aux travaux du Sénat et probablement à travers justement la notion d'un droit, d'une capacité à déroger à la norme, en fait à ce qui était proposé lors de la révision 2018. Donc là je crois qu'il n'y a rien de bien neuf sous le soleil, on est un peu sur ce serpent de mer du premier quinquennat, avec un rappel de cette révision à intervalles réguliers, et il avait déjà eu l'occasion de revenir justement sur ces nouvelles rédactions de l'article 72. Bon, évidemment, mais je ne suis pas sûr que ce soit le lieu de poser le débat. On a des vrais points de désaccord entre nous, je pense, sur ces sujets. Je trouve qu'un ordre juridique fondé sur la dérogation, c'est quand même un peu la négation de ce qu'on pourrait appeler un ordre juridique. Ça paraît quand même relativement étrange. Ça crée une forme à la fois d'instabilité et dont les collectivités seraient les premières victimes. Mais bon, je passe sur ce type de débat qu'on a déjà eu et qu'on aura encore à l'avenir. Concernant la faisabilité, si on a ça dans un pot commun, ce qui est très probable, dans lequel il y aura encore une fois IVG, référendum, les chances que ça arrive au bout sous ce quinquennat, sous une forme et sous une autre, apparaissent quand même très relatifs, très limités. D'autant que l'AMF est sur une position beaucoup moins enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire vis-à-vis de ça, qu'il y a quelques années. Les velléités de Valérie Pécresse là-dessus ont également fait bouger pas mal de choses, je pense notamment à gauche, le SMIC, etc. Ça a conduit, y compris de manière très étonnante, Europe Écologie Les Verts, dans un communiqué, à demander à ce qu'on respecte la loi, l'unité de la loi, et que l'on n'y déroge pas. Donc là, je suis assez intrigué par la position d'Europe Écologie Les Verts et des deux groupes dans les deux chambres sur les positions de Valérie Pécresse. Je crois que là-dessus, elle a un peu tendu les lignes. Voilà, idem d'ailleurs pour Laurent Wauquiez. Donc sur un sujet tout à fait différent, qui n'est pas directement sur la différenciation, mais qui a été groupé dans la tête de beaucoup. Donc tous ces sujets font que aujourd'hui je vois pas vraiment de chemin constitutionnel. Si on prend les textes à part, peut-être, le Sénat dira oui. Est-ce que vraiment il peut y avoir une majorité à l'Assemblée là-dessus? Pas si évident. Est-ce qu'il peut y avoir les 3/5? C'est loin d'être évident. Le RN sera
sur une ligne opposée, la majorité probablement de la NUP, très grande majorité. LR, ça fera pas le plein non plus. Il n'y aura pas de référendum sur de telles choses. Donc voilà, au-delà de ce qui peut nous opposer, on est pour, on est contre, je ne vois pas vraiment de chemin pour un test constitutionnel fourre-tout, clairement. Hein. Je ne vois pas non plus vraiment de chemin pour un texte à part, même si c'est fondamentalement improbable. Enfin, d'autres le rappelleront demain, hein, mais il n'y a jamais eu de réforme globale de la Constitution en cas d'opposition de l'Assemblée et du Sénat, hein, historiquement. On s'accorde sur des points particuliers, typiquement le quinquennat. On ne s'accorde pas sur une réforme globale. Par ailleurs, en plus, on a une majorité relative à l'Assemblée. Donc là, la configuration parlementaire ressemble beaucoup plus à 1962 qu'à 2008, où il y avait 2 majorités absolues dans les 2 chambres. Donc, ce faisant, à moins de dissoudre, utiliser l'article 11, ce qui n'est plus vraiment constitutionnel depuis 2005. En tout cas, on recevra un veto de Laurent Fabius et voilà, je vois pas vraiment de chemin, objectivement. Et le fait qu'il n'annonce rien de neuf, le fait qu'il n'annonce même pas vraiment de méthode sur ce projet de loi constitutionnelle en disant pour l'IVG que ça suive sa vie et après tout, pourquoi pas, sachant que ça va être repris dans une niche LFI probablement et que ça va lui poser beaucoup de problèmes, ça montre que là-dessus l'Élysée n'apparaît pas comme étant d'un enthousiasme fou sur, en réalité, tous les sujets institutionnels. Et je vais vers Denis Pouillard, pour voir le niveau, en quelque sorte, cher Denis Pouillard, de la faisabilité politique de ces réformes. Est-ce que tout ce dont on parle, ces subtils équilibres à trouver, vous sentez des ressorts dans ces parlements, dans le Parlement que vous connaissez bien? Alors, il y a une phrase qu'on a oubliée qui a été prononcée par le président de la République devant le Conseil constitutionnel. C'était à propos de la Corse. Certes, c'était dans le chapitre sur la Corse et la Nouvelle-Calédonie, mais j'ai la bonne impression que ça s'étend, cette phrase s'étend également à la décentralisation. Qu'a dit le président? Il a prononcé le mot de nouvelle répartition des pouvoirs. Je souhaiterais que on s'interroge tous, pas uniquement aujourd'hui, autour de cette table ronde, sur cette nouvelle répartition des pouvoirs. Alors, qui dit pouvoir renvoie effectivement à les collectivités territoriales ou les EPCI, puisque je vais aborder le problème sur l'intercommunalité. Moi, je me sens un peu rajeunir, je le dis à Didier Mauss, parce que nous avons suivi tous les deux dans les années 70, 71, je ne parle pas de 69, mais 70, 71, cette notion du pouvoir régional. Aujourd'hui, nous avons des régions, j'insiste là-dessus, qui ont trois domaines, et les Français ne savent absolument pas ce que font les régions au niveau des schémas économiques régionaux. Les élus non plus, d'ailleurs, ne sont pas au courant. Ils ne savent pas, les élus et les Français ne savent pas ce qui se passe au sein des pouvoirs, enfin des conseils régionaux, au niveau des schémas environnementaux. Ils ne savent pas non plus ce qui se passe au niveau de l'économie sociale et solidaire. Or, quand j'évoque ces trois thématiques, en fait, nous sommes au cœur de la vie quotidienne des Français et des élus. J'insiste là-dessus parce que nous avons les ingrédients au niveau du pouvoir régional. Et puis, pour moi, il y a le deuxième volet qui est les EPCI et l'intercommunalité. Parce que quand on regarde au niveau sociopolitique, finalement, ce système, d'un côté, vous avez le suffrage universel direct avec une représentation par section, c'est-à-dire, en fin de compte, une répartition par département de la ventilation politique des conseils régionaux. Et puis, vous avez à côté les intercommunalités par le système du suffrage universel indirect, mais avec fléchage, c'est-à-dire, en fait, la participation de toutes les communes, des 36 000 communes qui sont membres toutes de l'intercommunalité. Et là, vous avez deux pôles qui sont très importants et qui ont un espace géographique, oui, mais en même temps une vue grandeur nature de tous les problèmes quotidiens, authentiques, et je dirais une horizontalité et non pas une verticalité
de la distribution des pouvoirs. Donc, moi, j'insiste là-dessus. Peut-être que nous sommes à un tournant où il faut revoir non pas le tracé, parce que on va pas recommencer à refaire les régions, à refaire, etc. Ça coûterait d'ailleurs trop cher. On ne revient pas à ça. On va pas refaire les départements. Les intercommunalités, pratiquement, on est au niveau maintenant définitif. Il n'y a plus beaucoup de modifications. Et il faut regarder un peu les choses en face. Qui fait quoi? D'ailleurs, le président le dit. Les Français voudraient s'y retrouver. C'est pas uniquement le problème du millefeuille traditionnel, c'est un problème authentique de qui est responsable, effectivement, qui fait quoi et qui distribue quoi. J'insiste là-dessus parce que sinon nous retournons vers les carrefours que nous avons connus il y a 2-3 ans, avec des cahiers des doléances, et ceci me fait venir à cette notion de différenciation qui est étalée aujourd'hui avec les adaptations, adaptation et différenciation. Alors, je vais déborder un tout petit peu sur le problème de Oui, la Corse, parce que c'est la Corse, en fait, qui appelle cette réflexion, pas uniquement sur le mot autonomie. D'ailleurs, je rappelle que dans son discours au Conseil constitutionnel, le président de la République a parlé de forme d'autonomie. Je voudrais savoir, d'ailleurs, de ce côté-là, qui s'explique quelque peu sur cette notion de forme. Ce n'est pas une autonomie complète, mais quel type d'autonomie? On pourra en discuter, bien évidemment. Sur la différenciation, j'ai bien écouté ce qu'a dit Géraldine, et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu la proposition que je fais. Quelle proposition? D'abord, quand on parle de différenciation, Géraldine a parlé de 45 ou 49 ou 45 différenciations au niveau de la région Île-de-France. Oui, Moi, je souhaiterais un travail qui n'a pas été fait, et qui n'a pas été fait dans le cadre de la délégation sénatoriale du Sénat, qui est un magnifique think tank qui fait beaucoup de travail et des rapports excellents. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une chose. On parle de différenciation. Quelles sont ces différenciations? Au même titre où l'État euh, liste les types de délits, liste les types de crises par des circulaires qui viennent de sortir au journal officiel, etc., nous serions en mesure, et le Parlement, alors je viens sur le rôle du Parlement, nous serions en mesure, nous avons tous les moyens, nous avons les hauts fonctionnaires, toute l'administration pour ça, et les élus, bien évidemment, pour nous dire quelles sont ces différenciations. Peut-être qu'on s'apercevra au bout du compte que finalement, il n'y en a pas beaucoup des différenciations. Ce n'est pas la peine de s'exciter sur quelque chose qui finalement serait en quelque sorte epsilon. Des adaptations également. Qu'on fasse un constat, un état des lieux. C'est ce qu'il manque à l'heure actuelle. Un état des lieux de différenciation et d'adaptation. Et puis, il faut trouver les moyens. d'accord. Dans les discours qui ont été successifs, les discours successifs du président de la République, il manque, c'est vrai, un échelon. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous n'avons pas prononcé le mot depuis tout à l'heure. J'arrive à être le premier à le prononcer, c'est-à-dire le mot Parlement, tout simplement. Qu'est-ce que fait le Parlement dans tout ça? Euh, oui, Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, et ce n'est pas uniquement les propositions sénatoriales de la délégation sénatoriale. Il faut aller peut-être plus loin dans une réflexion, au même titre qu'il y a la délégation renseignement ou je ne sais quelle autre organisation, il faut trouver un moyen au sein du Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Moi, je propose une sorte de délégation dans chaque chambre à la différenciation, adaptation. Mais attention, derrière tout ça, il y a cette notion d'habilitation. Et donc, il faut qu'il y ait un pouvoir sanctionnant de ces commissions que je propose, de ces délégations que je propose. Et je me dis que, fort de l'expérience que nous allons découvrir avec la Corse, qu'il faudrait peut-être concevoir sur la base des nominations
des nominations par le président de la République, comme vous le savez, qui passent devant les commissions compétentes de l'Assemblée du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Sénat, et trouver la sanction en quelque sorte, c'est-à-dire si l'habilitation parlementaire n'a pas reçu ou a reçu les 3/5 négatifs, 3/5 cumulés à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien l'habilitation n'est pas donnée. Voilà un type de sanction, mais je crée par cette proposition un pouvoir et non pas un think tank qui émet 50 propositions ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait le sentiment. Alors, est-ce que ça relève de la révision constitutionnelle? Oui, dans ce cas-là, ça relèverait d'une révision constitutionnelle dans un article 77, 78 qui sont libres, notamment pour la Corse et pour les autres collectivités. Merci Denis Pollard. Sur la gouvernance peut-être intercommunale, Éric Landau, je pense que déjà M. Pougard a donné son sentiment en 2-3 minutes. Le vôtre? Alors, ce qui est certain, c'est que le thème de la gouvernance intercommunale revient et le système aujourd'hui est relativement peu gouvernable. Et je pense que Géraldine Chevrier a eu raison de rappeler l'importance dans la campagne du conseiller territorial, parce que finalement, soit on supprime des échelons, ce qui a rarement été tenté, mais parfois annoncé, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, soit on regroupe les échelons entre le conseiller territorial est une manière de le faire, les schémas de mutualisation sont une manière aussi de regrouper les échelons entre eux, les conventions aussi, et donc, dans ce cadre-là, il est assez fréquent aujourd'hui de voir réévoquer les questions de gouvernance intercommunale avec plusieurs choses qui existent. Le suffrage universel direct était tenté, et on voit à Lyon que ça a une certaine portée, mais aussi des limites. Les compétences entre communes et interco sont si imbriquées que ce modèle qui était très à la mode il y a quelques années n'est plus défendu par grand monde. Je entends beaucoup parler de l'élection au suffrage universel direct de la présidence de l'Interco, à charge pour cette personne de trouver une majorité, parce que si on élit au suffrage universel direct un président qui n'a pas la majorité qui va avec, ça peut être compliqué, mais bon, il aura une légitimité un peu juridique et au minimum charismatique par son action, donc pourquoi pas. L'autre solution qui peut exister, et qui est évoquée parfois en ce moment, j'en parlais avec Denis il n'y a pas très longtemps, c'est le système actuel qui représente les communes, façon Sénat, et une autre assemblée qui représente directement le peuple, comme à la métropole de Lyon, et ces gens-là devront se mettre d'accord. C'est une hypothèse, ce n'est pas la seule, simplement ce n'est pas décorrélé. Et si on arrivait, parce que ce que l'on entend souvent aussi, c'est qu'on pourrait revenir à ce qui était souvent un cheval de bataille à droite comme à gauche, c'est que les conseils départementaux pourraient devenir un lieu où ce sont les intercos qui siègent, alternative au conseiller territorial, mais très différente. Ce n'est pas dans l'air du temps, on donne plus cette légitimité-là aux intercos aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Mais dans tous les cas, il y a l'idée de comment regrouper et comment faire que le citoyen s'y retrouve. Et donc, ces questions intercommunales vont avoir probablement la même logique que pour le reste. Comment faire que le citoyen s'y retrouve, mais que néanmoins ça puisse fonctionner. Une assemblée principale et le suffrage universel direct à côté d'un gros Sénat qui serait l'équivalent des actuels conseils communautaires ou métropolitains pourrait être une solution. Si on fait le conseiller territorial ou quelque chose comme ceci, et en décidant que dans zone par zone, c'est un tel qui a le lead ou pas, par exemple, on pourrait très bien regrouper compétences des collèges et des lycées, mais pourquoi peut-être géré par les régions ou peut-être géré par les départements, si c'est ce qu'on veut faire dans tel ou tel endroit, par exemple par convention. On a déjà l'article 11-18 qui permet des choses comme ça en réalité dans le CGCT. Ce sont des choses que je vois souvent évoquées et qui peuvent sembler décorrélées, mais qui à chaque fois consistent à se dire différence, à quelle échelle va-t-on agir, pas forcément la même partout. Ça, c'est quelque chose que le président de la République a un petit peu dit à Ajaccio. Et quand on parle des différenciations, le président a été flou devant le Conseil constitutionnel, puisqu'encore une fois, on est au début d'un processus qui doit être participatif.
En Corse, il a été beaucoup plus précis en évoquant les questions d'urbanisme qui en Corse sont redoutables. Et il va de soi que si on dit qu'on peut faire des taux différents, par exemple, sur les espaces de résidence secondaire, on pourrait très bien prévoir des règles un peu différentes pour les meublés de tourisme et des choses comme ça, qui pourraient tout simplement donner lieu, non pas dans le régime actuel de différenciation, à un système comme très lourd, mais à un vote sous contrôle du juge. Le président l'a dit très clairement qu'il proposait ça pour la Corse, peut-être aussi pour que ça soit demandé dans d'autres régions, ça n'a pas manqué d'exister. Et donc, pensons à ces pistes-là, puisqu'elles ont été habilement lancées il y a 15 jours. Voilà. Très bien. Et pour l'intercommunalité, peut-être aussi, parce que pour l'intercommunalité, on a accepté la différenciation avec Lyon déjà. On l'a accepté, et c'est pour ça que je faisais un lien avec Paris, Lyon, Marseille, parce que c'est pas seulement parce qu'il y a une problématique juridique et politique, mais c'est aussi parce que cette problématique peut être d'autant plus insérée qu'il y aura cette réflexion qui sera amenée. D'accord. On est à l'heure du dessert, donc on reparle encore un petit peu du millefeuille. Pardon, oui, hop. Oui. Qui veut réagir par rapport à l'intervention justement d'Éric Landau, Monsieur Moss, Mme Chavrier ou autre? Est-ce que tout se joue à cette échelle-là? Je dirais juste une chose à propos de l'élection du président de l'intercommunalité au suffrage universel direct. Ce serait certainement effectivement le seul moyen en théorie, puisque ça permettrait de conserver l'imbrication commune-intercommunalité, c'est-à-dire que les conseillers continueraient d'émaner des communes, et ça je crois que c'est très important. Le souci d'une élection au suffrage universel direct du président de l'EPCI qui est très séduisante, il est double. Il est triple, parce que vous l'avez dit, le risque, c'est effectivement de ne pas avoir de majorité, parce qu'on est élu directement par les citoyens. Mais le second souci, c'est une force exécutive qui va être débordante, c'est-à-dire que ça risque de donner un pouvoir extraordinaire au président de l'exécutif. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, on a été obligé de prévoir des outils de censure, et qui sont d'ailleurs utilisés pour arrêter l'hyper-exécutif de l'intercommunalité. Et le troisième point qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a un maire qui est élu au suffrage universel indirect et un président d'intercommunalité qui va être élu au suffrage universel direct. Il va y avoir brutalement une différence de légitimité qui n'est pas forcément souhaitable sur le territoire, je pense. Moss. Pardon? Oui. Moi, je voudrais dire quelques mots, si c'est possible, là-dessus. Sur la différenciation, il est évident que si on veut aller vers une forte différenciation, il faut une révision constitutionnelle, parce qu'il faut que le juge ne soit plus lié par le principe d'égalité. Actuellement, on a quand même ce principe qui domine l'ensemble de la répartition de nos compétences. Mais je crois que par rapport à la différenciation, il faut aussi parler de modulation. Car une des grandes demandes, me semble-t-il, des collectivités territoriales, c'est de pouvoir moduler des règles nationales en fonction d'un contexte local à l'intérieur de certaines limites, mais avec d'énormes difficultés, et on va retomber automatiquement sur le problème du principe d'égalité. Prenez, Éric vient, je crois, de l'évoquer, le problème de l'urbanisme, c'est-à-dire à la fois l'environnement et tout ce qui va avec. Accroître le pouvoir des collectivités territoriales est incontestablement une demande des élus, mais il va y avoir une extraordinaire résistance de toutes les associations. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de constructions, de réalisations, de projets de ceci ou de cela. Et je ne suis pas sûr qu'on aille dans le sens de l'apaisement de ce point de vue-là. Mais il y a besoin de modulation, comme on a d'ailleurs déjà la modulation. Alors, la différenciation, on l'a déjà à l'intérieur des EPCI, car dans les EPCI, il y a des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Et donc, tous les EPCI n'ont pas exactement les mêmes compétences, ou on n'exerce pas les mêmes. Il faudrait faire un bilan extrêmement fin, ce qui est très difficile, de savoir ce que ça a donné, et notamment ce que ça a donné en termes d'économie de gestion. Si vous me permettez, je voudrais évoquer deux souvenirs personnels, puisque j'ai été élu. Lorsque je disais à mes administrés, tel problème n'est pas de ma compétence, mais de la compétence de l'intercommunalité, donc
moi, je ne peux rien. Et la réponse était, c'est toi qu'on a élu, c'est pas l'autre. Bon, donc tu te débrouilles et c'est vers toi qu'on se tourne. Et c'est la réponse qu'on aura pendant très très longtemps. Et le deuxième souvenir, c'est qu'un jour, dans une réunion de l'Assemblée du Congrès départemental des maires de Seine-et-Marne, j'étais en Seine-et-Marne, je présidais une table ronde sur les problèmes financiers. Et à la fin, je dis, écoutez, on a fini la table ronde, je vais vous parler d'une ou deux choses à titre personnel. Et on était après 2 ou 3 ans après la loi sur les EPCI généralisés, je ne sais plus comment elle s'appelait, et j'aurais dit, il faudrait quand même qu'on fasse le bilan de ce que ça a coûté. Parce qu'on nous a présenté ça en disant, on va faire des économies, on va mutualiser, etc. Bon, moi, je constatais que l'augmentation des budgets et l'augmentation des personnels, c'était dans les intercommunalités et pas dans les communes. Bon. Et donc, j'ai dit à la tribune, il faudrait qu'on fasse un bilan tranquillement de cela. Par exemple, la délégation du Sénat, bon, je sors de la salle, bon, la préfète, qui était une vieille amie, se précipite vers moi. Elle me dit, mais Didier, vous n'y pensez pas, c'est la révolution si on fait cette étude, parce qu'on va s'apercevoir que tout ce qu'on vous avait promis n'est pas au rendez-vous, et qu'en réalité, ça a coûté beaucoup plus cher qu'on ne le croyait. Donc, attention, j'allais dire, à toutes ces idées diverses et variées. Je pense personnellement que transformer le conseil départemental en un conseil des intercommunalités serait assez réaliste à partir du moment où toutes les communes sont en intercommunalité. Mais il y a cette extraordinaire différenciation, là, pour prendre un terme géographique réel, entre le monde urbain et le monde rural. Et il faut qu'on fasse également très très attention de ne pas oublier l'administration de ce que j'appelle le vide. Il y a quand même un certain nombre de territoires qui ont besoin d'être administrés, même s'ils n'ont pas grand monde, même s'ils ne rapportent pas grand-chose, mais ce sont des hectares et des hectares, et du point de vue de l'environnement, ce sont souvent des espaces importants. Donc, il faut arriver à faire ça. Bon, et puis, dernier mot alors sur le Rhône, je ne sais plus c'est Eric, je crois qu'il en a dit un mot tout à l'heure. Bon, ça a été une des plus grandes erreurs qu'on ait jamais faites. Bon, pourquoi est-ce qu'on s'est passionné pour le Rhône? Parce que le Rhône est un département qui est grosso modo petit géographiquement, et que l'agglomération lyonnaise emplit la quasi-totalité du département. Pas la totalité, mais une grande partie du département. D'où l'idée, on fusionne un certain nombre de compétences. Mais ce raisonnement n'est transposable nulle part ailleurs, compte tenu de la géographie. Essayez de le faire dans le Nord et de voir si l'agglomération lilloise remplit la totalité du département du Nord, l'agglomération toulousaine, la totalité du département de la Haute-Garonne, ou l'agglomération bordelaise, la totalité de la Gironde, vous verrez que le système ne marche pas. Et il avait été inventé pour le Rhône, bon, avec les échecs que l'on sait pour les promoteurs, puisque ni l'un ni l'autre n'en a véritablement profité. Donc, attention, et il faut y aller, mais bon, Denis leur dira encore mieux que moi, il y a quand même tout le problème politique du Sénat. Bon, j'allais dire, on ne fera rien en matière de décentralisation, quel que soit le niveau qu'on envisage, si on n'a pas le Sénat avec soi. Bon, et je ne vois pas pourquoi le Sénat, en ce moment, ferait quelque chose de sympathique, même si, contrairement à ce qu'on croit, il est complètement dans l'opposition. Je rappelle souvent que la quasi-totalité des lois actuellement sont votées à la suite d'une commission mixte paritaire positive. Il y en a encore eu il y a 2 jours sur les 2 lois sur la justice. Bon, et que la véritable majorité actuelle, elle est majorité du Sénat plus majorité minoritaire de l'Assemblée nationale. Et ce sont les deux ensemble, à travers les CMP, qui font la loi. Mais ça va très bien pour la loi, ça n'ira pas du tout pour la Constitution. D'accord. Merci de rappeler effectivement cette évidence. Juste on avance. Donc les questions linguistiques, après on parlera de référendum. On essaie de ramasser tout ça. Éric Landau, on va quand même d'abord poser la question à Benjamin Morel qui a écrit un bouquin là-dessus il y a très peu de temps. Là, on a en effet des réunions qui devraient avoir lieu entre Gérard Larcher, qui tient une majorité sur ce sujet au Sénat, et Yael Braun-Pivet, qui ne tient objectivement pas grand-chose à l'Assemblée nationale, du moins dans la formation des majorités. Ce qui est un point important en réalité, parce que là aussi, je vais me concentrer essentiellement sur la procédure. Il y a des choses qui nous opposent. Je sais que Géraldine Chavrier est sur une position très pro-différenciation. Moi, je pense qu'il faut au contraire simplifier aujourd'hui la manière dont on conçoit les cadres territoriaux, tout bêtement pour que ce soit lisible et qu'on fasse de la décentralisation
ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un instrument de démocratisation des politiques publiques, et pas une concertation entre élus pour savoir comment on partage telle ou telle compétence. Mais bon, ça, c'est encore une fois un débat de fond. Ce qui est intéressant, c'est que Macron tranche pas, il dit les deux, hein. Donc, à partir de là, ça montre que là-dessus, il n'y a pas une vision qui est excessivement claire. Est-ce qu'un tel texte peut avoir un chemin? Dès le moment où vous dites que vous voulez simplifier, il y a forcément des gens qui sont perdants dans l'affaire, hein. Je ne suis pas sûr que le bel enthousiasme pour le nouvel acte de la décentralisation, simplifiant et établissant quelque chose type conseiller territorial, fasse tout à fait des heureux parmi les présidents de département qui ont quelque influence au Sénat et les présidents de région, idem pour communalité, intercommunalité. Donc voilà, du point de vue des élus locaux, je ne suis pas sûr qu'on se jette dans les bras de l'exécutif pour faire ce nouvel acte de la décentralisation, si ça signifie un nouveau Big Bang territorial, ce qui semble aujourd'hui rejeté notamment au Sénat. Gérard Larcher là aussi a été relativement clair. Si c'est faire de la différenciation d'un point de vue législatif, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce que ça signifie? Là aussi, côté boîte de Pandore lancée par Loïc Chisney-Girard, je crois, a quand même pas mal refroidi, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Donc, ce ne sera pas forcément sur ce terrain qu'on pourra s'aventurer. Donc voilà. Après, il y a également un danger que je crois l'exécutif, accessoirement la DGCL, et également les sénateurs ont à l'esprit, c'est que aujourd'hui, on lance un texte dans la machine parlementaire, personne ne peut garantir comment il sort. C'est-à-dire que, en règle générale, les textes sur les collectivités sont ceux qui finissent le plus alourdis après leur passage au Parlement, parce qu'évidemment tout le monde a quelque chose à faire valoir, et tout le monde a des élus locaux qui lui demandent de faire passer tel ou tel amendement, et la majorité sont déjà très composites. Imaginez aujourd'hui ce qu'il en serait avec la tête de l'Assemblée nationale. Donc, ce faisant, quelles que soient les positions, encore une fois, hein, qu'on défend et qui sont très différentes dans les visions qu'on peut avoir de la décentralisation, je crois que personne pourrait se réjouir d'un texte qui soit un texte probablement fondamentalement déstructuré une fois qu'il serait ressorti du Parlement. Il peut y avoir un deal l'Élysée majorité sénatoriale. La réalité, c'est que c'est pas du tout prédictif de la manière dont ce truc va sortir. Il peut y avoir des choses extrêmement problématiques, étant donné le peu de connaissances de la vie locale qu'ont nos chers députés actuels. Donc voilà, on est dans quelque chose qui, je ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable sous ce quinquennat. Je pense d'ailleurs que les associations de collectivités ne sont pas non plus extrêmement enthousiastes à l'idée qu'il puisse vraiment y avoir un truc qui sorte dans ce quinquennat, sachant qu'on ne sait pas encore une fois ce qui va en sortir, et sur lequel l'Élysée et l'exécutif n'auront pas la main, clairement. Donc voilà, assez dubitatif, et sur les propositions qu'il fait, en réalité, il fait un peu les mêmes depuis au moins le grand débat. Simplification, responsabilité, etc. Tout ça, il l'a dit au moment des Gilets jaunes, il l'a dit au moment du grand débat, il le ressort à intervalles relativement réguliers, de même qu'il ressort la différenciation à intervalles réguliers. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, et c'est très représentatif en réalité de ce discours qui semble être un discours convenu, où on revient sur les grands points qui étaient ceux répétés depuis plusieurs années sur les institutions, sans leur envisager une vraie voie de débouchés. Merci Benjamin Morel donc, pour votre intervention. Éric Landau, la question linguistique, comment vous la décryptez par rapport aux dernières interventions du président de la République? Pour l'instant, on a pour les langues régionales un article 75.1 qui ne va pas bien loin, et un article 2 qui, lui, domine, mais qui reprend l'ordonnance de Villers-Cotterêts et autres. Et puis, on peut citer la loi Toubon. Donc, c'est vrai que le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi Molac, par exemple sur les enseignements bilingues. L'état du droit aujourd'hui, en fonction de ces normes, dont une partie est constitutionnelle, même si l'essentiel c'est la loi Toubon quand même, font que, par exemple, on a le droit de prévoir des traductions, mais pas qu'on s'exprime en langue
par exemple, catalane, c'était jugé par le tribunal de Montpellier avec traduction en français. En revanche, on peut très bien s'exprimer en français avec une traduction en breton, en alsacien ou en corse, ça, c'est pas un problème. Ça a été d'ailleurs jugé par le Conseil d'État pour les traductions sur nos cartes d'identité en anglais. Et donc, si on va au-delà, pour la Corse, je pense que ça pourra être compris. La notion de service public du bilinguisme évoquée par le président de la République est une notion qui interroge, parce que le bilinguisme est en soi un service public. Là pour le coup, la formulation était surprenante. Mais est-ce que demain, pour prendre les solutions, les endroits où c'est simple, en Bretagne ou en Alsace, on va plus loin, peut-être. Quand on va commencer à parler de la langue catalane ou de la langue basque, ça va commencer à devenir plus difficile, parce que on est sur des modèles, par exemple allemands, italiens, qui sont plutôt, notamment italiens, des succès dans cette différenciation, y compris aux besoins linguistiques chez certains pays. Alors, ne citons pas la Confédération helvétique. Quand on va commencer à regarder ce qui se passe en Belgique ou en Espagne, on peut être un peu plus inquiet, et surtout dans des modèles très éloignés de ce à quoi nous sommes accoutumés dans notre monde très centralisé, et où l'Île-de-France en plus pèse économiquement, ce que ne pèsent pas certaines capitales dans les pays étrangers, ce qui joue aussi dans les rapports territoriaux. Et donc, en soulevant cette question linguistique, en pouvant permettre que dans certains cas, ça puisse donner lieu même peut-être à différenciation, on voit bien que l'on a des portes qui s'en trouvent. Ce sont des portes sur lesquelles les majorités vont être difficiles à faire, sur lesquelles j'ai un avis de citoyen, très, très clairement. Mais d'un strict point de vue politique, il me semble que c'est difficile. Et en même temps, dans certaines régions, reconnaître cette différence n'est pas choquante, mais que le système actuel où on a une langue nationale avec les sous-titres est quelque chose qui est peut-être un compromis équilibré en réalité. Voilà. Pour vraiment rester dans le tempo, je vous propose de ne pas aller plus loin sur ces questions linguistiques. C'est très tentant, mais je regarde Eric Landau pour savoir dans quelle direction il hoche la tête, en quelque sorte. Mais on fera peut-être une autre table ronde sur ces questions passionnantes pour aller sur le référendum directement, qui est un gros morceau quand même. En tant que je suis le seul non-expert, en quelque sorte, de cette table ronde, il me semble, de l'extérieur, en observateur plus ou moins curieux et avisé, que l'essentiel quand même de la volonté du président de la République, c'est justement de laisser entendre qu'il y a la possibilité pour le citoyen que je suis d'user régulièrement comme ça du référendum et de donner tous les 3 mois mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Moss, de cette perception citoyenne que j'avance? Ouais, la perception citoyenne est une excellente chose, mais pas tous les 3 mois. Très, très honnêtement, on ne Oui, va pas mais passer son temps à être en en campagne Suisse, par référendaire exemple, c'est permanente. ce qu'il fait. Bon, mais mon sentiment, c'est que c'est le terrain le plus solide dans les propositions du président de la République, parce qu'il y a un espèce, non pas de consensus, mais bon, d'accord assez général sur le fait qu'il faut rendre le référendum plus opérationnel. Et là, les pistes ouvertes par le président sont tout à fait réalistes. Il y a le champ du référendum. Bon, moi, je considère que même avec l'article 11 actuel, on pourrait faire un référendum sur l'immigration, parce que ça me paraît une question de politique sociale, mais je suis assez minoritaire là, sur ce point. Bon, il faut par contre éviter que l'on puisse reposer les questions fiscales, parce que les propositions de référendum sur on baisse les impôts, ça serait très populaire, mais ça poserait quand même quelques problèmes de Vous fonctionnement connaîtrez pour la réponse l'État. par avance. Ouais. Et il faut également faire très, très attention aux grandes libertés, mais les grandes libertés ont un fondement constitutionnel, et donc ce n'est pas un référendum législatif qui peut aller à l'encontre. Mais là, moi, je crois qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin, peut-être, dans les formulations. Bon, il y a évidemment le référendum d'initiative partagée. J'en parle d'autant plus aisément que c'est dans la commission Vedel que nous l'avions inventé, et que j'ai gardé de très, très bons souvenirs, de souvenirs très précis de la manière dont mon vieux camarade Olivier Duhamel et moi avions mis le sujet sur la table et avions dit il faut absolument qu'on aille dans ce sens. Donc, il faut le faire. On a construit un système qui ne peut pas marcher, ça il faut dire.
Donc, il faut construire autre chose. Le président a raison de dire qu'il ne faut pas concurrencer la décision parlementaire et la décision référendaire. Donc, il faut mettre des délais, 1 an, 2 ans entre chacune des étapes. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille conserver le système, l'articulation actuelle qui consiste à lier en réalité initiative parlementaire et initiative populaire. Je crois qu'il faut qu'on trouve un système pour que l'initiative populaire soit autonome par rapport à une démarche parlementaire. Bon, il faut mettre à des seuils, je ne sais pas combien, parce que là, on peut en discuter un peu vu. Il faut mettre des questions de délai. Enfin, il y a toute une mécanique à trouver, je pense. Mais je pense que c'est un des terrains sur lesquels le président pourra arriver à avancer de manière relativement œcuménique, sauf bon, mais là aussi, on aura le Sénat. Je dirais structurellement, le Sénat n'aime pas le référendum. Il faut être clair. Donc, il va falloir trouver une possibilité pour que le référendum passe le Sénat. Et puis alors, derrière ça, il y a le blocage sénatorial en matière de révision de la Constitution, et personne ne peut le poser parce que pour réviser la Constitution, sur la révision de la Constitution, il faut l'accord du Sénat, et là on est sûr de ne jamais l'avoir. Mais c'est quand même un vrai problème, et si je fais allusion à certains travaux qui ont eu lieu récemment dans le milieu universitaire, c'est une question qui a été posée, et certains ont imaginé que l'on puisse soumettre à un référendum des propositions de révision qui auraient été discutées dans chaque assemblée pendant, par exemple, 3 lectures, qui auraient obtenu une majorité substantielle dans au moins l'une d'entre elles, en l'occurrence, évidemment, l'Assemblée nationale, et que ce soit le peuple qui soit amené à trancher le désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, comme l'Assemblée nationale en matière législative, à travers l'article 45, est amenée à trancher de manière ordinaire. Mais pour en arriver là, il faut réviser la Constitution, il n'y a aucun doute, et c'est une opération impossible, en tout cas dans le mandat actuel. Bon, un de mes interlocuteurs avec qui j'évoquais ça me disait « ça ne peut se faire qu'au lendemain d'une élection présidentielle, à condition que le président de la République ait clairement annoncé dans son message, enfin dans son programme, et qu'il y ait une pression politique telle qu'on ne puisse pas s'y opposer. » Mais on n'est pas là du tout aujourd'hui. Et on voit très bien, et je termine là-dessus, que la limitation à 2 du nombre de mandats du président, qui en soi est une bonne chose, affaiblit extraordinairement le président dans le second mandat, indépendamment de toute considération de majorité. J'allais dire, il y aura toujours des gens pour vous dire « oh ben oui, il n'en a plus pour très longtemps, on attend la suite ». Voilà. Et comme le président américain dans son 2e mandat est d'ailleurs toujours affaibli, voilà. On le savait au moment de la révision de 2008, et on en voit les effets accentués aujourd'hui par le contexte politique. Mais une constitution est faite pour vivre dans un contexte politique, et ce qu'il y a de passionnant, alors que nous fêtons les 65 ans de la Constitution, c'est de voir qu'on est face à une situation politique inédite. Je ne dis pas qu'elle n'avait pas été envisagée à l'origine, mais elle est inédite, et l'inédit pour les observateurs, qu'ils soient sociologues, politistes, juristes ou historiens, c'est toujours plus intéressant que la répétition de la séquence précédente. Géraldine Chabrier, pour sortir de la fatigue démocratique, il faut passer par ça, par les référendums. Vous y croyez? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je ne pense pas qu'on va développer subitement un dynamisme du référendum. Regardez le référendum local ou les consultations locales. On utilise assez peu ce genre d'outils. Alors effectivement, si on permet aux citoyens de l'actionner par eux-mêmes, on aura certainement davantage, mais je crois que l'avenir de l'association du citoyen à la prise de décision, ça ne sera pas le référendum. Finalement, c'est un très vieil outil. Je crois qu'il faut inventer de nouvelles méthodes pour faire participer le citoyen au fur et à mesure de l'élaboration des textes. Il faut qu'il soit associé à une décision. Moi, je suis toujours étonnée de voir la durée de la discussion générale au Parlement. Vraiment, est-ce que cette discussion générale où tout le monde répète exactement la même chose tout le temps est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce temps pour inventer autre chose, pour faire participer le citoyen?
au débat, faire remonter des informations de terrain, je ne sais pas. Mais le référendum, je trouve ça très bien. Ça fait partie des vieux outils de notre démocratie. On ne va pas s'en priver. Et c'est très bien si on permet en effet plus facilement aux citoyens de le déclencher. Mais ça ne me paraît pas l'avenir de la démocratie. D'accord, très bien. J'ai pas l'impression quand même que les outils qui existent soient très performants. Je veux dire les débats nationaux, les machins, etc. ou autres. Enfin, On ne l'a pas encore inventé. Moi, on l'a pas encore inventé. Je dis souvent, depuis les grands auteurs qui ont synthétisé les questions de séparation des pouvoirs, enfin tout ce qui fait aujourd'hui le gouvernement d'un État, tout ça est resté à peu près identique. On n'a pas beaucoup évolué sur les grandes théories générales, alors que tout le reste a changé. La famille a changé, les modes de transport ont changé, tout a changé, sauf la façon qu'on a d'envisager l'exercice du pouvoir. D'accord. Denis Pouillard, de votre côté, je vais vous embêter avec une petite question taquine. Je sais pas moi, tout ce qui est démocratie participative, tout ça ou autre, ça vous paraît être un lieu de réinvention de la démocratie? Les expériences de démocratie participative passent, Géraldine Chevrier l'a dit, notamment par les référendums locaux. Or, très honnêtement, les référendums locaux n'ont pas apporté une preuve évidente de la légitimité, en quelque sorte, de la démocratie participative. Moi, personnellement, j'ai l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, qui est un référendum local, en fin de compte, déclenché par le président de la République. Et puis, vous connaissez le résultat, en fin de compte. Et quand on regarde les référendums locaux, on s'aperçoit en fait qu'ils n'ont pas de grande valeur et qu'ils ne représentent pas un engagement citoyen. Mais moi, je partage entièrement les propos de Didier Mauss et cette réflexion me fait penser au niveau sociopolitique, une fois de plus, et électoral, à un danger à l'heure actuelle de l'utilisation du référendum. Laurent Fabius rappelait à juste titre, c'est un oui ou un non. Sauf que notre sociologie politique a changé et que nous avons un comportement aujourd'hui électoral complètement et totalement différent. Nous ne sommes vraisemblablement pas dans une conception binaire du oui ou du non. Et ce que je crains, à l'heure actuelle, en regardant les partis politiques, les formations politiques, les groupuscules, le monde associatif, c'est que nous ayons au cours de ces campagnes référendaires, si nous les faisons demain sur n'importe quoi, l'immigration, n'importe quoi, en fin de compte, un côté bonnet blanc, blanc bonnet, modèle des présidentielles de 1969, qui constitue un parti du bulletin blanc, avec un risque énorme dans les référendums aujourd'hui. Je répète, l'électorat n'est plus du tout le même. Et un risque énorme de voir finalement les blancs et nuls dépasser les oui. Et alors, quelle valeur donnerait-on dans ce cas-là, au suffrage exprimé, le oui par rapport au suffrage exprimé? Donc, il faut réfléchir à ça. Si nous devons modifier les conditions du référendum, il faut réfléchir aussi sur la légitimité de la réponse. Et pour précisément que c'est une valeur authentique et de rapprochement du citoyen avec la décision qui aura été prise par nous tous. Et la responsabilité, bien évidemment. Merci Denis Pouillard. Éric Landau, je vous propose éventuellement de réagir là-dessus et d'être dans une espèce de pré-conclusion, quoique compte tenu du fait que vous êtes la force invitante, vous le ferez peut-être après. Non, mais je dites-moi. fais la conclusion en même temps parce que pour moi, il y a un lien. Super. Cette question du référendum, alors sur la démocratie participative sous ses différentes formes, j'ai plutôt des expériences, moi, négatives des référendums locaux. Et en revanche, Ouais. j'ai regardé les démarches participatives, y compris à l'époque des pays et autres au début, avec beaucoup de méfiance. Ça va être de la communication descendante, ça va être manipulé, ou ça va être que les enquiquineurs qui vont s'exprimer. Et j'ai été très surpris, y compris récemment sur différentes démarches, de voir que des démarches participatives, quand elles ne sont pas trop verbeuses et quand elles ne sont pas trop prétexte à communication purement descendante, peuvent être beaucoup plus riches que ce que moi, de manière cynique, je regardais avec méfiance.
Donc, le principe, oui, que ça s'incarne dans le référendum, je rebondis sur ce que disait Géraldine, bof. Et voilà. De toute manière, on a déjà une forte participation aujourd'hui sondagière, c'est-à-dire que les politiques, au lieu de nous dire où on doit aller dans 20 ans, sont de plus en plus dans la réaction émotionnelle parce que c'est l'époque qu'il veut, parce que c'est les réseaux sociaux et les médias en 24 heures sur 24 qui sont de toute manière sur des réactions émotionnelles à court terme. Et cette dictature de la réaction émotionnelle à court terme nous conduit à nous méfier du référendum, tout comme elle nous conduit probablement à estimer qu'on a déjà une forte participation du peuple, puisqu'on passe son temps à réagir à ce qu'est l'émotion du moment, plutôt que d'être dans un projet public porté par le politique qui serait descendant. Ceci dit, il y a un lien entre justement cette problématique du référendum et les trois orateurs l'ont dit vraiment très intéressante. C'est qu'on est dans une question de répartition des pouvoirs entre le Parlement, on l'a évoqué aussi dans le temps, quid d'un RIP qui reviendrait sur une loi adoptée par le Parlement comme cela a été envisagé pour les retraites. Alors, il y a la règle d'1 an d'aujourd'hui, mais comment va-t-on la changer, etc. Donc, quid de cette répartition des pouvoirs à ce stade entre le peuple s'exprimant directement ou les représentants de la nation, et cette illisibilité de l'organisation des pouvoirs au niveau territorial. Dans tous les cas, on a un besoin fort que le représentant du peuple soit identifié et soit légitime. Donc, le référendum, qui peut être un outil d'appropriation de la chose publique, peut devenir une catastrophe si on délégitimise le porteur du mandat, qui a besoin au contraire d'apparaître comme celui qui porte la... Voilà. On peut tous se désoler du spectacle que donne l'Assemblée nationale, mais au minimum, on montre qu'il y a différentes manières de représenter le mandat du peuple et de la nation, ce qui, je suppose, montre à nos citoyens que selon les représentants que l'on a, on n'a pas les mêmes résultats. Et ça, c'est quelque chose d'un peu neuf. Au niveau des territoires, on a ce même problème d'incarnation. Je vote qui? Pourquoi? C'est ce que disait Didier tout à l'heure. T'es gentil, c'est toi que j'ai élu. Hein. Bon, le maire, du coup, on prend son téléphone et appelle l'interco. Bon. Ou le département ou la région parfois. Bon. Et donc, je pense qu'il y a une chose, on sera d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a dit le président, et de toute manière, on ne peut pas être d'accord ou pas d'accord sur la partie décentralisation, puisqu'il a été extrêmement, pour l'instant, prudent. On pourrait dire flou, en réalité prudent. Mais il y a une chose avec laquelle on sera d'accord, c'est qu'il a soulevé 2 points qui sont les points d'incarnation du pouvoir et d'acceptabilité de la représentation politique. Et donc de la gouvernance. Et ça, c'est 2 points qui sont tout à fait stratégiques aujourd'hui dans la méfiance vis-à-vis des élites, des dirigeants et de nos représentants, à tout point de vue, et qu'on le retrouve dans tous les pays occidentaux démocratiques aujourd'hui. Et ça, c'est des points tout à fait déterminants. Et de ce point de vue-là, pour rester sur la partie territoriale, accepter l'illisibilité actuelle fait le bonheur des juristes, mais ne fait pas forcément le bonheur des démocrates. Merci Eric Landau. Je me tourne vers Benjamin Morel. Pour clore ce petit cycle, alors j'espère que je n'ai pas été trop barbant, parce que essentiellement j'ai eu l'impression de passer du temps à vous dire qu'il ne se passera probablement rien. Bonne réflexion sur ce sujet sur lequel on n'est pas tous d'accord, mais qui nous tient à tous à cœur. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de discuter ensemble à d'autres occasions, à la fois de visu et un peu plus longuement. En 1 minute, Géraldine Chabrier, et donc pour les 2 autres interlocuteurs aussi derrière, on se retrouve dans 1 an, par exemple, dans les mêmes conditions. Est-ce que, à votre avis, sans faire dans la futurologie un peu comme ça de bas étage, est-ce qu'on aura avancé? Non. Non, ce n'est pas la première tentative de révision constitutionnelle du président Macron. On n'est pas dans une situation où la révision constitutionnelle peut aboutir. Et moi, ma plus grande angoisse, c'est que la Corse, elle boue. Et là, on lui fait des promesses, on lui dit qu'on va réviser la Constitution et ça risque de ne pas se faire pour des raisons politiques et je ne sais pas comment les choses ont tourné. Donc non, pardon. D'accord. Didier Moss, oui ou non? On s'amuse un petit peu. Écoutez, il y a un humoriste qui a dit un jour « La prévision est un art difficile, virgule, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. » Et l'avenir, il est dans 1 an.
Alors, je me garderai bien de faire une prévision, mais très honnêtement, et au-delà de tout ce qu'on a dit, je ne sais pas quelles sont les conditions politiques qui permettent à court terme de réviser la Constitution. Merci, monsieur Ross. Monsieur Pouillard? Je suis beaucoup plus optimiste que Géraldine Chavrier sur notamment la Corse. En tout cas, je pense que on peut avancer, qu'il y a un nouvel état d'esprit des élus de ce côté-là, et je pense aux élus nationaux. Donc, je ne suis pas dans une position négative. Simplement, je crois qu'il faut rétablir un peu les niveaux. Et rétablir les niveaux, c'est réintroduire notamment le Parlement dans cette grande discussion de la répartition, je l'ai dit tout à l'heure, nouvelle des pouvoirs, et ça s'applique à la Corse comme à la Nouvelle-Calédonie, comme demain aux autres pays d'outre-mer. Merci à vous tous. Éric Landau, merci beaucoup d'avoir organisé donc ce webinaire et je ne vais pas paraphraser Patrick Bruel, qui est un grand constitutionnaliste, comme vous savez. On ne se donne pas rendez-vous dans 10 ans, mais dans un an, pour essayer effectivement de voir si ça a avancé, ce gros chantier. Merci à vous toutes et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au Wow. revoir.